Donc c'est parti pour notre dernière table ronde de la journée. Donc on va parler des normes sociales. C'est un sujet que j'avais vraiment envie de proposer. Alors c'est pas toujours celui qui fait le plus de vues sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours celui auquel on pense quand on parle de psychothérapie, mais néanmoins c'est un sujet moi qui me tient à cœur. Et puis donc Christine, tu es psychologue clinicienne, tu as une spécialité en interculturalité. C'est pour ça que c'était intéressant de discuter avec toi de ce sujet des normes sociales et de la place que ça peut prendre dans la thérapie ou des traumas éventuellement que ça peut créer. Et puis tu es aussi, donc tu es en libéral et tu es aussi spécialiste du psychotrauma, tu pratiques des approches, alors un peu le MDR, mais tu as expliqué hier dans le podcast que c'était pas ton approche principale. Non. Et Lionel, donc vous l'avez peut-être déjà vu ce matin, donc tu es psychologue clinicien, tu es aussi enseignant. Donc quelles approches? Je l'ai pas dit ce matin, quelles étaient tes approches? Alors, je suis formé à une approche psychanalytique, j'ai une formation à la systémie, et je m'intéresse évidemment au psychotrauma depuis un certain nombre d'années. Donc c'est parti pour ce sujet que Fabien va animer. Voilà, je vais animer parce que forcément, vu que Catherine y participe, il faut quelqu'un pour poser les questions. Donc ça sera moi qui poserai les questions et qui prendrai le relais aussi au niveau du chat pour avoir vos questions aussi à vous pour la partie dédiée à ça. Alors, la première question que j'avais à vous poser, c'était est-ce qu'on vous a déjà parlé de normes sociales dans vos formations d'origine ? Alors pour le coup, moi, je peux dire que oui, beaucoup, puisque j'ai une formation psychosociale et interculturelle. Alors on m'a surtout parlé évidemment de l'impact des normes sociales sur le développement des individus, des groupes, et évidemment peu du contenu, puisque c'est pas une approche où on va me dire les normes sociales de telle, telle culture c'est ça, telle culture c'est ça, mais voilà, plus sur l'aspect développemental. Ta formation à la base c'était Psychosocial, interculturel. D'accord, ok. Et moi ça m'intéresse, développemental, c'est-à-dire? Eh bien, comment les normes sociales viennent s'intégrer, s'infuser à l'intérieur de nous, comment elles déterminent notre lecture du monde, notre approche envers les autres, des choses complètement inconscientes et qui du coup ressurgissent au moment où les cultures se rencontrent. Par rapport à cette question, donc j'étais en train de réfléchir que c'est pas si simple finalement comme thématique. Assez peu dans une formation de base, une formation initiale, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré lorsque je me suis intéressé à la systémie sur la question de la complémentarité. C'est-à-dire vraiment de venir chercher dans quel contexte social justement et dans quelles normes sociales et quelles valeurs sociales viennent émerger une problématique et un sujet qui donne lieu à une consultation. Mais c'est pas comme tel qu'on a attiré mon attention dans la formation d'origine, quoi. D'accord, c'est toi qui t'es intéressé à ça finalement après par toi-même, si j'ai bien compris. Ouais. Alors dans un deuxième... En fait, j'ai rencontré ça finalement sans même être allé le chercher, mais ça a vraiment attiré mon attention et du coup ça donne lieu à une vigilance ou une forme de veille sur mais dans quel contexte finalement vient émerger une forme de demande. Moi, on m'a pas du tout parlé. Je pense que j'étais même complètement à côté de ce sujet sur lequel je m'étais absolument jamais questionnée, en tout cas quand je me suis reconvertie pour devenir psy. Et du coup, c'était une question qui m'habitait moi en tant que personne, puisque je me sentais décalée dans un certain nombre de domaines, mais je m'étais jamais imaginé en fait que je pourrais en parler un jour à mon psy, quoi. Donc j'en ai jamais parlé avant de ce sentiment de décalage. Dans un autre sujet, en fait, une amie un jour qui, elle, vivait le racisme, a commencé à me décrire un certain nombre de choses, et puis je me suis dit, mais en fait, ce qu'elle vit au niveau social, ça a un impact. Et puis après, j'ai reçu des patients, donc moi je me suis reconvertie. J'avais d'équi vivaient de la discrimination parce qu'ils étaient gros, donc ils subissaient la grossophobie, l'homophobie, enfin il y avait tout un tas d'éléments sociaux, de perceptions sociales qui les touchaient. Puis après, je suis arrivée à... moi, donc j'ai su que j'avais des troubles neurodéveloppementaux que j'ai su plus tard. Je dis, mais en fait, il y a aussi une forme de psychophobie où, en fait, quand on a des troubles, ou quand t'es anxieux ou anxieuse, on va dire, ah, c'est bon, t'en fais des caisses, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, mais finalement, la manière dont l'entourage, la société vit tout un tas de choses, voilà, des troubles psychiques, le corps des autres... La différence ? La différence, voilà. Ouais. Et donc c'est là que je me suis dit, attends, il y a des trucs à faire en thérapie avec ça. Et donc là j'ai commencé à m'intéresser à la question et j'ai découvert qu'il y a quand même des gens qui ont écrit là-dessus, des études là-dessus. Et
bon voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure dans un échange que j'étais un peu colère de ma formation universitaire. Bah, là aussi, j'aurais aimé, même sans forcément approfondir, parce que j'ai pas fait de la psychologie sociale, mais juste qu'on me dise, ben oui, ça a un impact et voilà. Et du coup, vu que toi, tu l'as pas eu de base, mais tu t'es intéressé après, derrière à ça, euh, est-ce que c'est parce que tu as eu ressenti un manque, t'as eu des problèmes ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ça Ben, en fait, c'est souvent une rencontre avec des patients qui vient confronter finalement à la nécessité de se poser cette question. Parce que moi, avant de travailler uniquement en libéral, j'avais une pratique institutionnelle avec des gens qui n'ont pas forcément euh, la capacité d'émettre une demande de manière claire et explicite. Donc effectivement, si on prend en charge ces patients-là sans avoir vraiment pris la peine de se dire que peut-être on partage pas un langage commun, que peut-être nous on va penser normal quelque chose qui ne l'est pas justement pour eux, ou l'inverse, qu'on va faire des interprétations, j'ai envie de dire vraiment de supermarché, alors qu'on vient braquer justement un système culturel notamment, hein. Pas forcément surdéterminé, hein, mais chaque famille ou chaque couple finalement c'est une microculture. Bah, ça confronte nécessairement à la nécessité de se dire mais en fait encore une fois je m'adresse à qui en fait, hein, je m'adresse à qui et dans quelle sphère vivent les personnes à qui je m'adresse, quoi. Donc c'est important et je pense que la plupart des psychologues en font l'expérience sur le mode de l'éprouver et pas sur le mode de l'anticipation. À Sauf part- peut-être s'ils l'ont vécu eux-mêmes, je Ouais. pense, ouais. Mais comme tu dis, mon choix de m'intéresser à la psychologie sociale et à l'interculturalité racontait aussi quelque chose de mon histoire que j'ignorais à ce moment-là, mais d'un vécu d'être décalé, ou voilà ce que toi tu décrivais et qui a ouvert un petit peu ma conscience à ces questions-là. Je me rappelle aussi, alors pour le coup, j'anticipe peut-être sur la suite, mais de ce qui a déclenché mon intérêt vis-à-vis de la psychothérapie et vis-à-vis de l'impact que la différence et les normes sociales avaient sur le développement de l'individu. Je peux peut-être raconter l'anecdote. Ouais. Ah oui, moi j'adore les anecdotes. Et ben voilà. Donc j'étais étudiante et je recevais des personnes d'origine immigrée dans un quartier sensible de Lyon, la Duchère. Et donc je reçois cette dame d'un certain âge qui parle un français un peu hésitant et qui me raconte avec une très grande intensité émotionnelle, quand je lui pose la question qui êtes-vous, c'était mon dispositif, je lui demande qui êtes-vous et là elle me raconte, elle me dit qu'elle était dans un magasin, un supermarché, qu'elle a voulu appeler le vendeur et elle l'a appelé en faisant ça, un signe du doigt. Et que le vendeur est arrivé et lui a répondu de manière très agressive, parce qu'évidemment, dans la culture française, ça peut être un peu condescendant, insultant de faire ce geste-là, alors que ce n'était pas du tout l'intention qu'elle mettait dans ce geste. Et je me rappelle de sa détresse, quand elle me parle de ça, comment c'était douloureux pour elle de ne pas se sentir comprise et de sentir que son intention avait été dénaturée et l'impact que ça avait eu, je crois que ça a fait trauma. Mais c'est vrai que ça peut vraiment créer des traumatismes. Mm. Alors soit parce qu'on subit des choses, soit parce que effectivement tu te sens pas appartenir à un groupe, parce que la norme sociale, elle vient parler de l'appartenance, c'est-à-dire il faut entre guillemets faut rentrer dans les normes pour qu'on soit accepté dans le groupe. Et donc quand on a l'impression qu'on ne peut pas les respecter ou qu'on n'est pas compris que le groupe ne comprend pas notre fonctionnement, on a l'impression qu'on va être exclu. Et donc après, dans chaque thérapie, en thérapie des schémas, on va parler d'un schéma d'exclusion, mais dans d'autres approches, on va parler des croyances de je ne peux pas être aimé, je ne peux pas être accepté, j'ai pas ma place. Et c'est vrai que parfois, c'est pas que lié. Alors bien sûr, il y a le cadre familial qui peut relayer certaines normes. Je parlais tout à l'heure de la question du corps, de critiquer le corps de l'enfant, etc. etc. Bon, bien sûr qu'on va grandir avec ça, donc ça relaye des normes sociales qui déjà jugent les corps, mais ça peut être le cas dans plein d'autres domaines, mais c'est pas que la norme familiale. Il peut y avoir dans un système familial, en tout cas il me semble, je sais pas ce que vous en penserez vous, mais il peut y avoir globalement une enfance qui s'est à peu près bien passée, mais par contre un contact avec après le scolaire et puis le reste de la société, le milieu du travail, en fait, qui va entre guillemets suffire. Je dis entre guillemets parce que c'est pas pour minimiser, c'est parce que parfois on pourrait avoir l'idée qu'il faut que toutes les choses soient passées dans la petite enfance pour que ça fasse trauma. Mais non, on peut vivre du traumatisme après, quoi. Oui, ce sentiment de décalage. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que ça crée comme une espèce de fracture identitaire, une espèce de conflit entre la partie historique,
d'origine, le cadre de référence d'origine, du sentiment de soi, de l'identité, de qui je suis, de ce que c'est la vie, de qui sont les autres et de comment on fait dans la vie. Et la partie adaptative qui se rend compte que ça ne marche pas. Le contact du coup fonctionne pas. Et comment du coup il y a une espèce de conflit, de fracture, et qui donne lieu à des souffrances et qui ne trouve pas vraiment d'issue en fait. Encore que, une chose marquante aussi sur l'exemple que je donnais, c'était en tant que représentante entre guillemets de la culture autochtone, puisque j'étais française et elle d'origine maghrébine, de l'avoir écoutée, d'avoir passé du temps et d'avoir voulu la découvrir. J'ai vu les larmes, j'ai vu des choses sortir. Je pense que ça a été thérapeutique pour elle. Je crois même que ça a été ça qui a été à l'origine ensuite du fait que je m'installe comme thérapeute. Tellement je sentais la réparation. Pour elle de se sentir accueillie, comprise dans cette fracture intérieure, comme si ça avait créé du contact, créé du lien à l'intérieur. Et alors, quel impact peut avoir les normes sociales dans vos thérapies ? Comment est-ce que ça impacte vos thérapies à vous ? Bon, je vais répondre vraiment pour moi. Il y a deux approches par rapport aux normes sociales. La première, c'est de sortir de l'ethnocentrisme, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, où quand je découvre un patient, je le découvre. Et j'investigue et je lui pose des questions sur comment cette personne voit le monde, comment elle interagit avec les autres. Parce que je sais que moi, mon cadre de référence, il n'est pas... il est pas ajusté par rapport à elle, c'est cette personne, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Donc il y a une première phase vraiment de découverte, où j'investigue, je questionne, que je garde tout au long de la thérapie, où je fais très attention à pas tirer de conclusion, pas interpréter, toujours questionner. Est-ce que ça c'est comme ça pour vous ? Est-ce que c'est différent ? Et la personne du coup se positionne. Donc ça me permet vraiment de m'immerger, de suivre l'autre dans qui il est en fait, dans sa culture. Donc ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est alors avec les personnes qui ont plutôt besoin de cadres, qui ont besoin de limites, où là, je vais carrément me transformer et être celle qui va dire « Ah oui, mais ces choses-là, en fait, quand vous faites ça, ça a tel impact sur les autres. Donc si vous faites ça, il va se produire ça, parce que dans cette culture, ça donne lieu à telle interprétation. » Et du coup, je leur donne un guide un peu des normes sociales pour qu'elles puissent interagir et pas avoir ce sentiment d'initier quelque chose qui soit mal compris par l'environnement, comme un mode d'emploi. Et qu'après, ils peuvent choisir. Voilà. C'est juste de Absolument, la nommer. c'est une proposition. Voilà. Dans cette continuité, en fait, ça peut donner lieu à des séances où on fait une espèce de discussion différentielle sur des normes et des valeurs, parce que je pense que c'est important de bien différencier les deux. C'est-à-dire, même si dans notre référentiel, la norme, ce serait de faire je sais pas trop quoi, de surtout pas demander quand on a besoin, ou au contraire, de considérer que parce qu'on a besoin, on demande sans se soucier des réactions en face. C'est, à mon avis, il y a un vrai travail justement de discussion, de manière à ce que ça devienne négocié dans les interactions. Moi qui reçois par exemple beaucoup de couples, on en parlera peut-être plus demain, mais j'ai envie de dire chaque couple finalement est issu de la rencontre de deux cultures, et ils vont ensemble créer une autre culture, et ce serait à leur de penser qu'elle est universelle et consensuelle. C'est-à-dire c'est vraiment un vrai travail. Alors j'ai envie de dire, il y a des grands classiques, par exemple quelqu'un qui va surtout pas demander parce que ça s'est exclu dans son cadre de référence. Et du coup, s'il reste campé sur sa représentation, ils vont pas pouvoir créer ensemble des valeurs fonctionnelles. Voilà, donc il y a un vrai travail, à mon avis, de négociation, même si le mot il est pas très joli, ou en français il résonne toujours du côté un peu commercial, mais de discussion ou de coélaboration pour que, à partir des normes sur lesquelles finalement j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément beaucoup à discuter, quoi. C'est comme ça, c'est des normes, voilà, bon, on puisse créer ensemble des valeurs fonctionnelles. Et ça va aussi bien d'ailleurs pour, je sais pas moi, une thérapie familiale, ou même une thérapie individuelle, hein, où on voit bien qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas en quoi, justement, leur posture, c'est un peu ce que tu disais, peut être source de perturbation. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Mais ça, à mon avis, c'est important de bien différencier les normes et les valeurs. Parce que les normes, on les décide pas.
Voilà, les valeurs, bah, du coup, c'est est-ce qu'on veut se comporter, je sais pas moi, dans une position haute, puis considérer qu'on s'en fout de savoir si les autres, ils nous comprennent pas ou ils ne nous supportent pas, ou est-ce qu'on veut mettre en place vraiment tout un travail d'élaboration pour aboutir à des valeurs qui nous apportent une forme de satisfaction, puis qui nous permettent de rentrer en relation avec les autres, et pas sur le mode du sacrifice, ou pas sur le mode de la position autocratique, sur le mode de la négociation, quoi. Voilà. Moi aussi, maintenant je les nomme surtout, je nomme parce que je pense qu'il y a des patients qui ont peut-être pas conscience. Alors ça vient nous parler de ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi ça m'est un peu venu en pleine tête lors de certaines discussions et j'étais tellement naïve sur la question que c'était ignorante même, je dirais ça. Donc du coup, j'ai à cœur de temps en temps de placer comme une graine en fait au cas où, pour certains patients qui me parlent de traumatismes dont j'estime qu'ils pourraient avoir été créés par la société. Du coup, je vais juste nommer à un moment donné. Si le patient s'en saisit pas, bien sûr, je vais pas forcer, mais du coup, de planter une graine comme elle a été faite pour moi, voilà. Après, l'idée, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, les normes, on les choisit pas parce que il s'agit d'une majorité de gens, on pourrait dire comme ça, qui ont adopté une sorte de code, alors soit législatif, soit de coutume ou d'habitude. Et du coup, après, c'est ok, maintenant dont acte, parce qu'il y a aussi des personnes qui, du coup, vont passer leur vie à lutter contre cette norme sociale, et en fait, c'est pas qu'ils ont tort sur le fond, mais parfois ils vont s'épuiser en fait. Donc la question c'est ok, maintenant, une fois que j'ai acté ça, comment je vais en faire quelque chose, moi, pour me sentir mieux, pour récupérer justement la capacité d'action là où effectivement la norme je l'ai pas choisie. Alors bien sûr il y a plein de possibilités, on peut travailler sur ses croyances, on peut travailler sur comment je m'adapte sans me dire que c'est forcément une soumission parce que Oui, c'est quand ça. je le choisis Ouais. de m'adapter, Ou une c'est parce que aliénation. je le sais que je le fais ça pour me protéger, mais par contre dans un autre domaine, avec d'autres amis, avec d'autres lieux, là pour le coup je vais pouvoir vraiment être moi-même et de temps en temps je vais accepter parce que c'est protecteur aussi et du coup ça devient plus acceptable parce que c'est un choix, alors que si c'est tout le temps subi, ça aussi ça crée du trauma. D'ailleurs C'est protecteur, mais c'est aussi, entre guillemets, stratégique pour Ouais. pouvoir avoir du contact. Mm. Parce que si on reste campé sur ses propres normes et qu'on n'adapte pas, même si c'est conscientisé, si c'est une stratégie, du coup c'est l'échec un peu de la relation, c'est l'échec de la rencontre et tout ce qui va avec en termes de sentiment d'isolement et en termes de fracture identitaire. Donc c'est aussi une protection, mais aussi un moyen de pouvoir interagir et de se nourrir finalement de la relation, de la vie sociale et de ce que peut offrir l'environnement. Une fois qu'on a les codes, quoi. Et du coup, quand on est passé de je le subis à bon, très bien, j'accepte de le C'est comme considérer, ça. et est-ce que je peux en faire une forme de richesse? Ou est-ce que Oui. je vais me mettre du côté de la victime qui, du coup, effectivement, va s'épuiser à vouloir faire changer des choses dont on sait très bien que n'est pas de notre ressort de le faire changer. Mais du Voilà. coup, il faut avoir le sentiment, en effet, que c'est pas une soumission. Oui. c'est ça. Mais c'est une forme d'acceptation. C'est ça. Mais pas de résignation, une Mhm. forme d'acceptation, parce qu'on va y trouver du gain. On va y trouver du positif, ne serait-ce qu'au nom d'une appartenance, ou d'une meilleure intégration, ou d'une meilleure acceptation aussi des autres. C'est ça. Voilà. Parce que le danger, c'est de se mettre dans un effet miroir où on va souffrir d'être assujetti à une norme en voulant faire valoir absolument nos propres normes. Bon, du coup, c'est dans un processus d'escalade qui est infernal, quoi. Voilà. Et qui est autodestructeur. Oui. Parce qu'en plus, ça peut devenir parfois, tu parlais d'identité, une identité de devoir lutter contre ces normes. Et parfois, de toute façon, c'est ce qu'on dit en analyse transactionnelle, il faut ce qu'on appelle l'enfant rebelle, il en faut pour justement lutter, faire des révolutions, modifier des choses. Mais toujours en étant attentif aussi à est-ce que je suis toujours dans aussi la protection, la sauvegarde de qui je suis, mes besoins pour pas m'épuiser. Mais quand je parle d'épuisement, vraiment d'aller dans le pathologique de ça. Si après c'est quelque chose qui fait partie des valeurs et qui porte, alors oui. Mais voilà, toujours cette question de où est-ce que je me situe, quelle stratégie je vais adopter, comment je prends en compte cette norme puisqu'elle existe, c'est un axiome du jeu, enfin je sais pas le jeu, c'est pas le mot je trouve parce que jeu ce serait amusant, mais de la situation dans laquelle je me trouve. Et puis après, qu'est-ce que je vais en faire? Et il y a plusieurs possibilités. Est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux me rapprocher de d'autres groupes d'appartenance? Est-ce que c'est pas tant besoin que ça, mais finalement, comme on disait tout à l'heure, j'ai des stratégies pour entrer en relation. Puis dans d'autres domaines, je vais être plutôt vraiment avec mes codes à moi et mes normes à moi. Et je voudrais aussi ajouter, en tout cas pour moi, quelque chose qui a été marquant. Ça a été des choses dont j'ai déjà parlé
qui s'appelle l'Implicit Project. C'est à Harvard, ils ont fait un truc sur les... Alors c'est le racisme endémique, mais ils l'ont fait aussi pour les personnes transgenres. La La grossophobie, grossophobie, la transphobie, l'homophobie, oui. Divers types de discrimination. Et en fait, on passe un test pour savoir à quel point on a intégré, en fait. Donc ils posent des questions, par exemple, ils mettent des mots, et puis ils mettent des visages, et puis en fait, tu dois associer très rapidement les deux, et en fait, du coup, tu as pas le temps de réfléchir. Et donc c'était une amie qui travaille dans ce domaine-là qui m'avait proposé ça, puis moi je me suis dit bon, je vais avoir un bon score parce que je suis quand même je me percevais comme quelqu'un de tolérant, d'ouvert, et en fait c'est hallucinant de voir à quel point c'est ancré. c'est ancré Oui. parce que dans certains pays, les normes vraiment qui viennent de la société, du coup elles s'infusent dans notre éducation, chez nous c'est l'éducation nationale, je sais pas, Les médias. dans les médias, tout un tas de choses, et du coup c'est des choses auxquelles on réfléchit même plus, mais des liens logiques que notre cerveau a fait, et c'est vraiment... Bref, voilà, ça m'a vraiment marqué, quoi, et je pense que ça a marqué un tournant aussi dans la manière dont... Même peut-être j'écoute mes patients finalement, pourtant je me sentais voilà, ouverte, etc. Mais vraiment de dire, ok, c'est eux qui savent ce qu'ils vivent. C'est eux qui savent ce qu'ils vivent. Et on a beau avoir appris des tas de techniques, des tas de trucs, c'est eux qui savent. Nous, on a des compétences techniques, mais on saura jamais ce qui a fait trauma, c'est eux qui le savent en fait. C'est pour ça que c'est chouette ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que vraiment prendre le temps de faire connaissance avec la personne qui vient nous parler et dans quel système de représentation, de valeurs elle a grandi et qu'est-ce qui l'anime. Et nous, on ne le sait pas. Nous, on le sait garder pas. tout le long, tu vois, Ouais. dans la durée de la thérapie aussi. Parce que parfois, on a des raccourcis. En fait, c'est ça, c'est des raccourcis. On le fait de manière inconsciente et pourtant, on tire des conclusions qui ne sont pas ajustées au cadre de référence de la personne. Donc, c'est valable au début, mais c'est valable tout au long de la thérapie. Ou alors, parce qu'on ne peut pas lutter contre les raccourcis de son cerveau, hein, mais juste être attentif à certaines interventions qu'on peut faire et à la réaction de l'autre, voir si une raideur musculaire ou quelque chose, on sent que là on a fait mal parce qu'on n'était pas harmonisé et du coup aller questionner, alors quand j'ai dit ça, qu'est-ce que tu as compris, voilà, juste pour vérifier, parce qu'il y a cet ethnocentrisme et je pense vraiment, tu vois, quand je t'écoutais parler, je crois que ça s'installe dans la mémoire procédurale. C'est quelque chose vraiment d'animal où on a des espèces de réflexes, et je crois vraiment que le fait de prendre conscience humblement de cette orientation qu'on a, je peux dire travers, hein, qu'on a, de faire des raccourcis, des préjugés, etc. C'est le meilleur remède, c'est le meilleur moyen pour consciemment se dire, alors non, je sais que mon cerveau a tendance à faire ça, alors là, je vais faire l'effort d'aller questionner, d'aller rencontrer, parce que l'antidote, quand même, pour ces traumas-là, c'est qu'ils se sentent acceptés par quelqu'un, pour qui ils sont vraiment. Mais pour ça, faut qu'on fasse nous-mêmes l'effort. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je pense que le fait qu'on puisse montrer que nous aussi on fait ces efforts de déconstruction, c'est aussi aidant. Thérapeutique, bien sûr. Et ça m'arrive aussi pour des patients dont je sais qu'ils ont grandi dans une autre culture. Parfois, quand ils disent quelque chose de leur histoire qui me paraît pas d'une norme sociale, entre guillemets, en tout cas française, alors je questionne, je dis, à votre avis, vous qui connaissez votre culture dans laquelle vous avez grandi, est-ce que ce que vous me décrivez, c'est quelque chose qui est culturel dans cette culture où vous avez grandi, ou bien c'est quelque chose qui était propre à votre famille, mais culturellement c'était pas pareil? Pour montrer que aussi, voilà, c'est pas tout à fait la même chose si, oui, j'ai vécu ça, mes parents faisaient comme ci ou comme ça, notamment, il y a dans certaines cultures des sujets qui sont très tabous, et c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas tout à fait pareil si c'est que, ça reste problématique, mais c'est que familial, ou c'est complètement des sujets complètement tabous par toute la société qui font que même s'ils étaient sortis du système familial, en fait, ils auraient de toute façon pas pu parler de certaines choses, et je trouve que c'est intéressant aussi parfois voilà, de montrer que, voilà, comment ça se passait, et dans cette culture comment c'est, et alors pour certains, c'est pas forcément ce dont ils veulent parler, mais des fois, je trouve que ça ouvre une porte, et ok, ils peuvent parler de comment c'est là où ils ont grandi, dans cette culture-là. Tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose. Je me dis que finalement, ces patients, probablement qu'ils se censurent. Tu vois, probablement qu'à force de baigner dans ce bain-là dont on fait partie, enfin moi en tout cas je fais partie, probablement qu'ils adaptent leur discours et que du coup ils omettent inconsciemment certains éléments
finalement de leur vision des choses, de leur représentation. Et du coup, quand je t'entends, je me dis, mais mince, du coup, ça veut dire que probablement je passe à côté de plein de choses. Parce que justement, en fait, ils sont déjà adaptés en thérapie. Certainement qu'il y a des choses que... C'est vrai. Je pense qu'il y en a qui sont adaptés. Ils se sont déjà adaptés Ils et se même sont déjà ils adaptés. viennent avec cette adaptation en thérapie. Exactement. Et du coup, je me dis qu'il faut encore plus insister sur l'investigation, sur le questionnement, sur la découverte, et puis être attentif ce que nous, on a en psychothérapie intégrative, on appelle des ruptures de contact, qui se traduisent par des raideurs, des réactions qui nous mettent sur la voie que là, la personne, elle s'est échappée, là, il y a quelque chose où elle n'a pas pu vivre ça dans notre relation, et elle est questionnée. Sacré chantier, hein. Les normes sociales, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un problème. Du coup, ça peut être un problème. Du coup, je voulais savoir, une question très candide, pourquoi est-ce qu'il y a des normes sociales? Si elles sont là, c'est peut-être qu'elles servent à la société aussi. Et est-ce que vous avez une idée là-dessus finalement? Alors moi, l'idée que je me fais, c'est la fainéantise du cerveau peut-être, qui a besoin de raccourcis, qui a besoin de comprendre son environnement très rapidement et qui du coup puise dans soit ce qu'il a appris, soit ce qu'il a entendu pour s'économiser de l'énergie, du temps peut-être. Voilà, j'ai pas les mots neurologiques ou biologiques là-dessus, mais mon intuition c'est ça, c'est vraiment par économie. Et c'est ce que je dis à mes patients, par économie, pour éviter les détours et pour aller plus vite, droit au but, en tout cas ce qu'on croit être le but. Ce serait finalement un peu comme un biais, comme le fonctionnement d'un biais. Ouais. Un deuxième niveau, ce serait qu'une société sans normes, le danger, ce serait le chaos. Ah. Oui, c'est ça, Voilà. c'est sa structure. C'est-à-dire, par exemple, moi je donne tout le temps cet exemple parce que je le trouve très signifiant. Au Japon, on appelle ça la diagonale, c'est-à-dire qu'il y a un côté du pays où on prend le métro en se rangeant, mais vraiment pour déranger le moins possible, du côté droit. Et c'est comme ça. Et personne ne peut expliquer pourquoi il faut se ranger du côté droit. Et puis dès qu'on passe la diagonale et qu'on arrive dans une autre ville, culturellement, on le voit, si on veut bien prendre la peine de regarder ce qui se passe autour de nous, on va se ranger du côté droit. J'ai fait gauche ou droit parce que je suis dyslexique, mais du coup, voilà, c'est-à-dire que... Et du coup, j'ai posé la question à mes amis japonais qui me disent, on appelle ça la diagonale, et personne ne viendra jamais interroger ça. C'est comme ça. Voilà. Alors du coup c'est intéressant parce que c'est fonctionnel, parce qu'on se fait pas insulter, on se fait pas pousser, et en même temps effectivement ça interroge de qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui du coup soit n'est pas du tout au courant et ne regarde pas ce qui se passe autour d'elle et va se foutre du côté du métro en emmerdant tout le monde, ou du côté de la personne qui, parce qu'elle est dans un processus de révolte et de rediscussion, ne souhaite pas respecter ça, ça fait du chaos. Voilà. Et du chaos, tu vois, pour reprendre ce que tu dis, le mot qui me vient, c'est l'imprévisibilité. Et le cerveau, il n'aime pas ce qui est imprévisible. Ça crée du stress. Donc, c'est ça aussi l'économie, s'éviter d'avoir peur, structurer, mais aussi, fluidifier et puis se rassurer. Alors moi j'aurais une perspective psycho-évolutionnaire, c'est-à-dire psycho-révolutionnaire la psychologie de l'évolution, qui est qu'à mon avis c'était très important à une certaine époque d'être en groupe pour survivre. C'est là un peu moins maintenant, la société justement a évolué, mais je pense que dans notre ADN on a ce besoin de se rassembler. Et donc on crée comment on fait pour se rassembler, comment tu sais que cette personne te veut du bien et l'autre te veut du mal, tu crées des normes groupales en fait. Pour l'instinct grégaire. Voilà, des normes groupales qui vont être, je sais pas, effectivement on va se mettre de ce côté-là et pas de soucis, et puis comme ça on reconnaît rapidement, ça crée des signes distinctifs pour reconnaître les personnes qui sont pas de ton groupe, que donc tu n'as pas à protéger, et donc je pense qu'il y a un truc comme ça un peu dans l'ADN. Et après je suis d'accord aussi, je pense que de toute façon notre cerveau fonctionne avec des biais, sinon il faudrait qu'il analyse absolument tout ce qui se passe tout le temps, donc il fait des raccourcis. Et donc la différence, en fait, je pense qu'avec ce que j'ai pu lire, je parle toujours du livre de L'ordre étrange des choses de Damasio, mais je trouve qu'il est tellement bien, qui explique un peu... Il a été placé. Il a été placé, ça y est. Ça c'est fait. Je suis étonné. Non mais je veux dire, la différence, à la fois c'est riche, et on a besoin dans un groupe de personnes différentes pour avoir entre guillemets des fonctions différentes, parce que je pense que c'était, sur le plan évolutionnaire, c'était important qu'on puisse avoir chacun des fonctions. On avait ceux qui couraient vite, celui peut-être qui était, structurellement
moins rapide, mais bon, je sais pas, il pouvait servir, il était plus costaud, il pouvait, enfin voilà, c'est un tas de choses. Et la différence était à la fois intragroupale intéressante, mais aussi intergroupe, ça permettait de différencier les groupes justement et de savoir. Et donc je pense qu'on a un petit peu ce truc d'ADN de la différence, ça vient activer, est-ce que c'est pas un ennemi, un danger, etc. Donc je pense qu'il est possible qu'il y ait vraiment des éléments comme ça. Alors malheureusement, du coup ça crée parfois des comportements problématiques, quoi. Alors, peut-être que je change un peu de sujet, enfin je reste dans le thème des normes sociales, mais du coup ce que tu me dis me fait penser à quelque chose. En tant que, pour revenir à la psychothérapie, et finalement la difficulté de travailler sur l'interculturalité en psychothérapie, c'est, ne serait-ce que la langue maternelle, ce qu'elle véhicule en termes d'engagement émotionnel, en termes de souvenirs, et comment le simple fait de travailler dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, déjà induit des choses. Et je sais qu'en psychothérapie intégrative, quand on travaille sur de la régression avec des personnes d'une origine étrangère, on leur demande de parler, même si on ne comprend rien, dans leur langue d'origine, pour justement que les souvenirs soit beaucoup plus authentique, soit beaucoup plus intense, et du coup on puisse beaucoup mieux travailler. Et finalement, le contenu, on n'y a pas accès, mais peu importe, on a au moins accès à l'émotionnel, quoi. Et quel type de troubles les normes sociales peuvent créer chez vos patients Du trauma, c'est sûr. Trauma, ouais. De l'anxiété, je pense. De la honte. De la honte, ouais. Plus là, on pourrait amener peut-être de la dépression ou de l'anxiété ou de troubles anxieux. Du retrait, oui, de l'isolement et tout ce qui va avec. Après, j'étais en train de me questionner sur, par rapport à ta question, que peut-être ce n'est pas que les normes qui génèrent la honte, mais qu'il y a un terrain, quelque chose une prédisposition, mais qui vient être amplifié par le phénomène de désaccordage, pour faire un peu le pont avec la théorie de l'attachement, comment d'être désaccordé, désharmonisé avec son environnement, finalement va nous pousser dans des retranchements, va nous faire recourir à des stratégies délétères d'isolement, de défense. Mais il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est la moralité. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a un vrai travail d'élaboration à proposer aux patients pour que justement les normes dans lesquelles ils sont, qui ont donné lieu à des accommodations plus ou moins heureuses, soient bien détachées d'une forme de moralité qui peut être très culpabilisante. Alors du coup, c'est un vrai débat, à mon avis, qui n'a pas de fin, hein, parce que je pense que la moralité, il en faut, et en même temps l'idée c'est est-ce qu'on y est assujetti, est-ce qu'on peut être acteur dans cette forme de moralité. Je pensais à un thème qu'on avait beaucoup travaillé c'est ce besoin d'être reconnu, par exemple. C'est quelque chose qui peut être très vu comme quelque chose de très culpabilisant, alors que ça fait partie des besoins de l'être humain. Et si on passe son temps à lui dire tu vois bien que tu fais toujours ton intéressant, tu vois bien que tu es toujours en train de demander ça, du coup on le met complètement en conflit par rapport à ce qu'il lui peut éprouver comme étant son besoin, et puis avec l'idée qu'il faudrait qu'il annule quelque chose dont qui est constitutif de lui, quoi. Donc il y a un vrai travail, à mon avis, de détachement d'une forme de moralité. Alors moralité judéo-chrétienne, j'en sais rien, peu importe, mais j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est le plus important. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport qu'on va entretenir avec cette norme ? Ouais. Je suis d'accord avec toi, et du coup je suis en train de me dire finalement, est-ce que c'est la norme sociale qui crée du trauma ou l'évaluation qu'on en fait, parce qu'on pourrait se dire c'est une norme et du coup je suis acceptée ou je suis pas acceptée, mais aussi peut-être ce qui va faire vraiment trauma, c'est je suis pas acceptée, et donc c'est parce que moralement je suis pas quelqu'un de bien. Voilà. Alors que ça pourrait être bon, on pourrait dire sur un plan, si on était juste factuel, on pourrait dire éventuellement ok, je rentre pas dans cette norme, je vais trouver d'autres groupes de gens pour qui je suis pas gênant ou gênante, mais la question serait pas c'est bien ou c'est pas bien d'appartenir à ce groupe-là. En fait, c'est plutôt que la norme est parfois érigée en c'est bien ou c'est pas bien, et on amène une évaluation effectivement morale. Je suis quelqu'un de bien ou je suis pas quelqu'un de bien. C'est vrai que dans ce que tu amènes sur la moralité, il y a vraiment cette idée d'une pression qui s'exerce sur l'individu à ne pas être ce qu'il est, à ne pas avoir le besoin qui est pourtant un besoin naturel. Je pense par exemple à la sexualité et la culture judéo-chrétienne, et où finalement c'est ça aussi qui est délétère, c'est de devoir se nier dans sa biologie
pour respecter des normes, pour respecter une moralité. Mais tu as raison, il y a aussi une autre voie, celle de la conscience que les normes sont une chose et qu'on les respecte dans un certain but, mais qu'elles ne disent rien de nous-mêmes. Et qu'il n'y a pas de conclusion sur la qualité de sa personne. Mais malheureusement, on le sait, hein, que ça vient s'empiler sur les traumatismes, que ça vient rajouter à l'idée. Alors Richard Erskine parle de quelque chose cloche chez moi. C'est vraiment ce truc, quelque chose cloche chez moi. Jamais personne va croire, en vrai, que c'est la société qui fait n'importe quoi. Chaque individu va, au fond, derrière peut-être le côté arrogant, penser que c'est lui qui a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, se détester, se critiquer, et en fait, éprouver de la honte. Donc ça revient beaucoup, hein, cette question de la honte, hein, dans la question de la norme. Hein. Voilà. Tout à fait. Je vais vous demander maintenant si vous avez des livres, deux types de livres qui m'intéressent. Donc un qui serait donc pour tout à chacun finalement, qui ressent justement le poids de la norme sociale. Est-ce que vous aurez des recommandations pour les personnes qui nous regardent là, et un deuxième type de livre, ce serait plutôt pour les professionnels justement qui aimeraient peut-être justement enrichir leur pratique de coach ou de psy ou peu importe, justement avec justement ces problèmes de normes sociales. Bah pour les professionnels, il y a le bouquin de Robert Neuburger sur la mythologie familiale. C'est vraiment un travail passionnant parce qu'il montre comment chacun on grandit dans un environnement qui est composé donc de normes, de valeurs avec lesquelles on est en adéquation ou pas, qui vont constituer ce qu'il appelle lui une mythologie. Et vraiment c'est un réservoir, je trouve, exceptionnel pour travailler aussi bien en thérapie individuelle qu'en thérapie de couple et en thérapie familiale. Ou même, j'ai envie de dire, même dans les interventions auprès de professionnels, dans les analyses de la pratique ou dans les formations. Hein, c'est-à-dire, je sais pas, moi je pensais à un truc comme ça qui me revenait. Je faisais une intervention dans un ITEP, donc un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, où il leur avait passé par la tête de demander à des gamins de faire signer toutes les semaines 3 cahiers d'une couleur différente. Un cahier qui était remis par les professionnels du soin, un cahier remis par les professionnels de l'éducatif, un cahier qui était remis par les professionnels du pédagogique. Et il fallait que les gamins, le vendredi, partent avec leurs 3 cahiers et reviennent le lundi avec les 3 cahiers signés. Et il ne s'était jamais posé la question du rapport que les gamins pouvaient entretenir avec ces fameux cahiers, 3, les faire signer, pour la plupart à des parents qui maîtrisaient absolument pas la langue et absolument pas l'écriture. Et ils en étaient arrivés à m'interpeller parce que les gamins avaient mis en place un truc qui m'avait fait hurler de rire quand ils m'avaient raconté ça. Le vendredi soir, quand les taxis ramenaient les gamins du foyer jusqu'à leur domicile, ils ouvraient la fenêtre et ils balançaient les cahiers dans l'institution juste avant de partir. Et je trouvais ça tellement drôle. Alors moi, évidemment, dans ma position, ça me faisait rire. Eux, ça les faisait pas rire du tout parce que du coup, ils avaient un budget cahier hallucinant. Et surtout, ils continuaient, ils réitéraient à sadiser finalement des gamins et les familles. Hein, parce que certainement que la réaction des gamins, c'était aussi en réaction avec ce que les parents pouvaient vivre à l'idée de signer des cahiers. Hein, jusqu'à ce qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Hein, finalement, c'est quoi cette norme qui serait d'avoir un cahier, quoi. Hein, voilà. Bon, je sais pas, un peu associé comme ça, mais c'est des vraies situations. Et la plupart du temps, ça part toujours d'une bonne intention. Le professionnel devient maltraitant à son insu. Hein, campé qu'il est dans des représentations justement dans lesquelles il est inscrit, quoi. Voilà. Pour les personnes qui ne seraient pas forcément de la profession, mais quand même pour celles qui en seraient, c'est Comment on dit dans ta langue. C'est un livre d'ethnopsychiatrie que j'avais lu il y a très longtemps, très pédagogique. Je trouve que c'est des retranscriptions d'entretiens et voilà, qui montrent comment parfois effectivement on va chercher un ou une interprète pour pouvoir que le patient parle dans sa langue parce que ça pourrait amener autrement, ou comment on questionne, il s'est passé ça comment c'est dans votre norme sociale, comment ça se passe, etc. Et donc cette investigation, moi j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, alors pour les professionnels, j'ai plusieurs bouquins que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus, donc je vous en dirai plus quand ce sera le cas. Mais par contre, un vieux bouquin d'analyse transactionnelle de Claude Steiner qui s'appelle Des scénarios et des hommes, dedans, il y a tout un chapitre sur la norme sociale. Alors autant il y a certains passages de ce bouquin que je trouve, ils sont un peu sexistes, ça date des années 70. C'est daté. C'est daté, voilà. Mais par contre, la question
sur les normes sociales et le poids de la société dans les psychopathologies. Et puis aussi, il y avait cette question de la norme sociale de la psychopathologie, c'est-à-dire comment dans certaines cultures, certains symptômes sont tout à fait normaux, et dans d'autres cultures, ici, nous, on va dire, bah voilà, le patient est atteint de schizophrénie, alors qu'ailleurs, on dirait pas du tout ça. Donc voilà, ça va être aussi la norme de, en tant que psy, nous, comment on définit ce qu'est le problème. Ouais, donc vraiment, cette partie des scénarios des hommes, j'ai trouvé très très bien, et j'ai même regretté qu'on m'en parle pas plus dans ma formation en analyse transactionnelle qui a duré une dizaine d'années. Et je me suis dit, bah, personne ne m'a parlé de cette partie-là que j'ai trouvée intéressante. Voilà, bon, après, bientôt, je vais lire d'autres livres, je pense, sur le sujet, parce que j'en ai acheté plusieurs, et donc, ils seront peut-être moins datés. Et toi, tu as des livres? Alors moi, je sors mon joker parce que mes livres datent tellement que je pense que c'est épuisé et plus du tout accessible au niveau des éditeurs. J'ai des noms qui me viennent, mais alors c'était plutôt sur le thème de l'identité, parce que c'était le thème qui m'était cher. J'ai Carmel Camilleri qui me revient. Mais je pense encore une fois que c'est... Voilà, vos références sont sûrement beaucoup plus accessibles pour notre auditoire.